D'abord, voilà, comme prévu, comme ce qu'on vous a déjà dit pendant la première séance, on va maintenant commencer cette approche classique avec la première théorie, voilà, de l'approche classique, c'est-à-dire l'OST. Mais avant de traiter cette première théorie, il faut comprendre que pour étudier cette approche, il faut comprendre d'abord le contexte de l'époque, le contexte de l'apparition de la première théorie de l'approche classique et qui va donner naissance à toute une approche, ça veut dire un ensemble de théories. D'abord, le contexte, c'est les États-Unis d'Amérique. Et disons secondairement l'Occident de façon générale, en particulier l'Europe. Mais c'est les États-Unis. Cette conception classique est née au début du XXe siècle. Voilà. Ce début du XXe siècle, c'est caractérisé par plusieurs événements sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan militaire, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces mutations un peu socio-économiques et même technologiques pour l'époque. Commençons d'abord. Pour les États-Unis, c'était l'exode rural. Voilà, l'émigration vers les États-Unis ne s'est jamais arrêtée depuis la découverte de ce continent. Mais surtout, le début du XXe, la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Avant, il y avait le phénomène d'esclavage. Les Africains qui étaient obligés de quitter l'Afrique et de travailler comme esclaves aux États-Unis. Mais par la suite, ça va être des Européens. Au début du XXe siècle, ce mouvement va s'accentuer, surtout l'immigration des Européens vers les États-Unis. Donc, exode rural. Et l'exode rural, et pas seulement l'exode rural, mais aussi l'immigration. Donc, l'immigration et il y a l'exode rural. Ça veut dire, aux États-Unis, au début du XXe siècle, l'exode rural, ça veut dire des campagnes américaines vers l'exode vers les grandes villes, les grandes métropoles américaines, pour travailler dans ces grandes usines naissantes. Voilà. Donc, immigration, ce qu'on a expliqué au début. Ensuite, exode rural au sein des États-Unis, des campagnes vers les grandes villes. Ça va donner naissance à des grandes villes, à l'urbanisation. Donc, et on va passer à un mode de production, disons, plus ou moins agricole et basé sur l'élevage, à un mode de production basé sur l'industrie. Donc, urbanisation, croissance de la population, mais aussi l'industrialisation croissante des économies. Et qui va travailler dans ces grandes usines naissantes? C'est une main-d'œuvre issue de l'immigration et issue de l'exode rural. Donc, finalement, cela va créer une situation où ce sont des ouvriers non qualifiés, ne sont pas habitués au monde de l'industrie et qui vont travailler dans des grandes usines. Et bien sûr, on va voir tout à l'heure que tout cela va créer un certain nombre de problèmes. Quels sont les types de problèmes? Ça veut dire que, en fait, ce sont des ouvriers qui doivent travailler sur des machines, qui doivent manipuler des machines, mais n'ont pas l'habitude. Ce sont des ouvriers qui doivent travailler dans des lieux clos, fermés, et n'ont pas l'habitude. Ce sont des ouvriers qui doivent travailler en centaines de personnes, parfois, voire même en milliers, ensemble, dans le même endroit, et n'ont pas l'habitude, parce qu'ils avaient l'habitude des campagnes, des prairies et des grands espaces. Voilà. Maintenant, qui y a développé cette organisation scientifique de travail? Un auteur célèbre jusqu'à présent, un des grands, disons, une des grandes personnalités jusqu'à présent. C'est Frederick Winslow Taylor. Enfin, c'est une personnalité un peu exceptionnelle qui va connaître une promotion professionnelle aussi exceptionnelle. D'abord, elle est issue d'une famille aisée
Et le paradoxe, il va commencer sa carrière comme ouvrier. Il a fait des études, voilà, double paradoxe. Mais il commence comme apprenti pour devenir par la suite ouvrier mécanicien. Donc, il a commencé sa vie professionnelle comme apprenti mécanicien. Ça veut dire qu'il n'est pas un mécanicien, c'est quelqu'un qui apprend les mécaniques dans une usine. Voilà. Alors qu'il a fait des études. Et je vais vous lire d'ailleurs un paragraphe du manuel. Et là, je vous rappelle que vous ne pouvez pas développer vos compétences en matière d'organisation, de théorie d'organisation, sans se référer à un manuel d'organisation, parce qu'il faut faire des lectures, et il faut faire des résumés, et c'est comme ça qu'on peut développer des connaissances, mais aussi des compétences en matière d'organisation. Attention de se fier seulement à des vidéos ou à des présentations PPT, PowerPoint, pour espérer donc bien assimiler, pouvoir rédiger, parce qu'il y a des sujets, on doit développer cette capacité de compréhension, mais aussi de rédaction. Donc, en résumé, il faut disposer d'un manuel où il faut lire un ou plusieurs manuels en matière d'organisation. Je vous recommande celui de la fac. Donc, voilà, je vous lis d'ailleurs ce qui existe dans le manuel sur Frédéric Winslow Taylor. Vous dit qu'il est né dans une famille aisée. D'ailleurs, son père était un avocat. Il appartenait à l'église des Quakers. Les Quakers, ça veut dire, c'est une façon, c'est une façon c'est comme si on dit une méthode religieuse pour les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les traditions de cette église? C'est la rigueur, le travail et la discipline. Et il était donc il a hérité de cette méthode et sa famille était, a toujours appartenu à cette église. Lui-même appartenait à cette église. D'ailleurs, lorsqu'il était étudiant, il a été surnommé par ses camarades de classe, il était surnommé Speedy. Voilà. Speedy, ça veut dire peut-être ce fou, ce bizarre qui toujours en quête de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose, de préparer quelque chose. Voilà. Il développa très tôt un goût prononcé pour l'efficacité de travail. Même, on l'a qualifié de maniaque jusqu'à la névrose. Et il travaillait toujours de manière très, très, très méticuleuse. Voilà, donc on a dit qu'il a commencé qu'il était étudiant, mais finalement il va rencontrer des problèmes de santé, exactement à cause de sa faible vue, donc, parce qu'elle a réussi le concours d'entrée à Harvard, mais a dû abandonner ce collège à cause de sa faible vue, voilà, qu'il retrouva peu à peu au point de devenir champion des États-Unis de tennis en double. C'était en 1881. Mais il a dû donc abandonner Harvard pour devenir un contremaître, peut-être un apprenti, et un apprenti mécanicien, il va grimper les échelons pour devenir un ouvrier mécanicien, mais puisqu'il était intelligent, doué et travailleur, bosseur, il va devenir contremaître. Qu'est-ce qu'un contremaître? C'est un chef d'équipe, chef de section de travail. Ça veut dire qu'il est à la tête d'une équipe de travail. Vous voyez qu'il a grimpé les échelons très rapidement. Et les choses ne s'arrêtent pas à ce niveau-là. En suivant des cours de soir, pendant des années, les cours de soir, il devient ingénieur en chef, même au niveau de l'usine, et c'était à 28 ans. Donc vous voyez, sa carrière, c'est un mélange entre les études et le travail sur le terrain. Donc ce n'est pas seulement une formation théorique,
mais aussi une formation pratique au sein des usines parce qu'il était obligé de travailler. Enfin, on vous l'a expliqué parce qu'il a perdu, à cause de sa faible vue au début de sa carrière en tant qu'étudiant. Et finalement, il va devenir ingénieur et c'est lui le premier, parmi les premiers en tout cas, qui va par la suite être consultant en organisation. Ça veut dire en fait, c'est lui qui va développer le métier de consultant. Un consultant auquel on fait appel dans des entreprises pour résoudre un certain nombre de problèmes d'organisation de production, d'organisation de travail. Donc il va être à partir de 1889 un consultant en organisation et c'est à ce titre qu'il va développer une expérience extraordinaire et sur la base de cette expérience, il va rédiger un des ouvrages les plus célèbres en matière d'organisation et de management. Donc c'est un apport indéniable. Et son livre d'ailleurs, le livre qui va résumer ses expériences dans le monde de l'entreprise, le monde des usines, Principles of Scientific Management. C'est un livre très célèbre et à travers cet écrit, il va jeter les bases de la théorie des organisations. Donc si aujourd'hui il y a théorie d'organisation, on va dire que peut-être le premier écrit dédié à l'organisation est celui de Frederick Winslow Taylor. Et pour lui, d'ailleurs, le résumé du livre, c'est que l'organisation doit être considérée comme une science, les autres sciences, les sciences de l'ingénieur, sciences physiques, sciences maths, etc., etc. Donc pour lui, organiser, il s'agit d'une science. Une méthode stricte, des principes qu'on doit respecter, une méthode stricte qu'on doit appliquer et qui va sûrement nous donner un résultat. Et que ce résultat, ou que ces méthodes et ces principes doivent être pratiqués par toutes les entreprises, toutes les organisations, et ils vont donner les mêmes résultats. Quel est le résultat attendu? C'est la productivité. Ça veut dire produire plus avec optimisation des moyens. Voilà l'objectif de cette méthode, de cette théorie de l'organisation scientifique de travail. On cherche la productivité. Cela va nous amener à traiter de la problématique. Derrière toute théorie importante, il y a un auteur important. En tout cas, qui va devenir important, grâce à sa théorie. Et derrière tout auteur important, qui va devenir important, il n'est important que par rapport à une problématique qui est là. Et cette problématique est intéressante. Et la problématique pour cette théorie de l'organisation scientifique de travail, c'est comment intégrer et diriger une main-d'œuvre abondante, rurale et peu qualifiée, de façon à augmenter son rendement et d'augmenter ainsi la productivité des usines. Voilà. Donc on cherche la productivité, on va l'expliquer. Ça veut dire la productivité, c'est augmenter la production avec les mêmes moyens, en utilisant les mêmes facteurs de production. Ça veut dire avec les mêmes facteurs de production. Comment augmenter la quantité produite, comment augmenter la production. Avec les mêmes facteurs, comment faire pour augmenter la quantité produite. En faisant ainsi, on augmente, on améliore la productivité. Mais le problème, ou la problématique, comment peut-on faire ça au début du XXe siècle, alors qu'on sait que la main-d'œuvre est issue de l'immigration et de l'exode rural. Une main-d'œuvre qui n'est pas habituée au travail de l'usine, certes abondante, disponible, mais rurale, parce qu'elle est issue de l'exode rural et de l'immigration avec peu ou pas de qualification pour travailler dans des usines. Donc, et c'est ça la vraie problématique. On cherche à augmenter la productivité alors qu'on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir le faire. Et c'est une problématique sur laquelle va travailler Taylor
pour essayer d'apporter des solutions, des réponses, en tout cas pour essayer de résoudre les problèmes qui étaient posés aux usines de l'époque, de début du XXe siècle. C'était d'ailleurs l'ère de l'apparition des premières grandes entreprises, notamment dans le secteur de l'automobile, notamment Ford. Et d'ailleurs, les enseignements de cette théorie vont être appliqués pour la première fois par Ford, et qui va donner naissance à des chaînes de montage et qui va permettre à cette entreprise d'augmenter énormément sa production et de devenir entreprise, à l'époque, entreprise leader en matière de fabrication d'automobiles. Donc, derrière toute théorie, on a dit il y a un homme, mais derrière tout homme ou tout auteur, il y a une philosophie. Je ne parle pas de n'importe qui. Un auteur qui va devenir important, c'est que derrière ses apports, il y a une philosophie. Quelle est la philosophie de Taylor qui va devenir philosophie de Taylorisme, par référence à Taylor? 3 ou 4 éléments, disons, très importants. D'abord, pour lui, l'objectif des hommes, et notamment des salariés, c'est la prospérité matérielle. Tout le monde cherche à être riche. Deuxièmement, le fondement de la prospérité matérielle, pour devenir riche, il n'y a qu'un seul moyen, c'est augmenter, c'est maximiser la productivité. Et lorsqu'on dit les hommes, on peut parler de salariés, mais on peut aussi parler des hommes d'affaires, les entrepreneurs, les industriels qui créent des entreprises. Pourquoi? C'est pour devenir plus riches. Les salariés travaillent pourquoi? C'est pour obtenir un salaire. Et donc, c'est à travers le salaire, ils vont satisfaire un certain nombre de leurs besoins. On espère que ce salaire augmente, et augmente à l'infini. Mais l'élément implicite dans ces éléments dans cette philosophie de Taylor, c'est que la productivité ne peut être obtenue qu'à travers l'augmentation de rendement. Et donc, autrement dit, le schéma théorique, tout le monde cherche à être riche. Pour être riche, par exemple, l'entreprise doit réaliser plus de bénéfices. Pour que cette entreprise réalise ou augmente ses bénéfices, il doit maximiser sa productivité. Mais d'où vient la productivité? La productivité de l'usine, par exemple, elle vient de rendement des salariés. Donc finalement, pour cette prospérité matérielle, pour que cette prospérité matérielle soit réalisée, il faut que les salariés travaillent plus, pour permettre donc de travailler plus, pour donner plus. Plus, ce n'est pas seulement en termes de quantité de travail, les heures de travail. Travailler plus, ça veut dire pour obtenir plus de résultats, plus de produits, plus de pièces fabriquées. C'est en termes de rendement. Donc l'augmentation de rendement va donner, de chaque salarié, va donner la productivité de l'usine, et c'est la productivité de l'usine qui va donner plus de bénéfices pour l'entreprise. Et ces plus de bénéfices pour l'entreprise va permettre à l'entreprise de distribuer plus de salaires ou d'augmenter les salaires. Et ainsi, d'après ces éléments, c'est le bonheur de tout le monde, que ce soit les entrepreneurs comme les salariés. Mais tout passe par le rendement des salariés et la productivité de l'usine. Mais avec tout ça, l'homme est naturellement paresseux. Ça veut dire on aimerait bien avoir plus de salaire, on aimerait bien devenir plus riche. Mais généralement, d'après cette philosophie, l'homme est paresseux. Et c'est une paresse naturelle. Tout le monde cherche à avoir le maximum de bénéfices avec le minimum d'efforts, ou parfois même, ça est possible, sans effort. L'homme est naturellement paresseux. Vous voyez donc le parallèle ou le corollaire avec la problématique. Tout le monde cherche à être riche. On sait bien comment devenir riche. C'est à travers le rendement, et le rendement qui va amener à la productivité. Et c'est cette productivité qui va permettre à l'entreprise de réaliser plus de bénéfices. Et c'est à travers le bénéfice que l'entreprise va distribuer plus de salaires, augmenter les salaires. Mais, même si on sait tout ça, l'homme est naturellement paresseux. Donc, avec ce salarié paresseux, l'homme de façon générale, l'homme avec grand H, homme et femme, paresseux, comment éviter la paresse? Comment combattre la paresse? C'est à travers la motivation financière.
Voilà. C'est comme si on vous dit, par exemple, on dit à quelqu'un, enfin je sais pas, on dit à un jeune, 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Chaque jour, tu dois te réveiller à 3 heures du matin. Voilà, par exemple, se réveiller à 3 heures du matin et tu dois monter l'escalier 3 fois. Voilà une tâche que tu dois faire à 3 heures. Combien de personnes vont accepter de faire ça? Peu ou pas. Mais si on vous dit, chaque jour, tu te réveilles à 3 heures du matin et tu montes l'escalier 2 ou 3 fois. Mais en contrepartie, on va vous donner 300 dirhams. À chaque fois que tu vas le faire, c'est 300 dirhams. Tu vas voir que la majorité, si ce n'est pas la totalité, des personnes qui vont le faire. Chaque matin, on va, bien sûr, programmer le réveil, disons à 2h50, pour que je sois prêt, peut-être à 3h du matin, et faire ce travail demandé, parce que je sais que derrière ça, il y a une motivation financière. Et il y a 300 dirhams qui m'attendent. C'est pour dire qu'on est paresseux, mais notre paresse ne peut être combattue qu'à travers une motivation financière. Voilà les éléments les plus importants dans cette philosophie de Tyler. Et d'ailleurs, pour combler, enfin, d'ailleurs le comble de cette philosophie, c'est qu'il nous dit qu'il est possible d'arranger à la fois l'employeur et l'employé, de concilier entre l'intérêt de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, pour que l'employeur soit satisfait, et en même temps l'employé soit satisfait, il faut que la direction d'entreprise soit établie sur des bases scientifiques. Ça veut dire qu'il faut organiser scientifiquement le travail. Ça veut dire quoi, organiser scientifiquement le travail? C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, que l'employeur cherche le bénéfice, l'employé cherche plus de salaire. Quel est le passage le plus important qui permet à l'un et l'autre d'être satisfaits? C'est à travers la productivité. Parce que l'employeur, lorsqu'il réalise plus de bénéfices, il va distribuer plus de salaire. Donc, ce plus de bénéfices ne peut être réalisé qu'à travers plus de productivité. Comment obtenir plus de productivité? C'est à travers plus de rendement de travailleurs. Donc, on explique aux travailleurs que pour avoir plus de salaire, il faut avoir plus de rendement. Et on explique à l'employeur que pour avoir plus de bénéfices, il faut avoir plus de productivité, donc tu dois compter sur des salariés. Et c'est comme ça qu'on essaie de concilier entre l'intérêt de l'employeur et celui de l'employé. Et c'est ce qu'on a, enfin d'après Tyler, il y a l'one best way. Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'une seule façon pour réaliser ça, c'est l'OST, l'organisation scientifique de travail. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de ces éléments philosophiques, que Tyler va être critiqué, que sa méthode va être critiquée. Bien sûr, on va voir ça vers la fin de l'étude de cette théorie. Mais sur la base de cette philosophie, que Tyler va développer des principes et va développer sa méthode de l'OST. Alors maintenant, les principes et la méthode taylorienne. D'abord, l'objectif de la méthode taylorienne. On a dit, l'objectif final, c'est quoi? C'est la productivité. Pour obtenir cette productivité, il y a un certain nombre d'éléments. Donc c'est d'abord, on va se baser sur l'encadrement. Vous voyez en gras, l'encadrement, encadrement rigoureux de la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre qui n'était pas habituée au travail de l'usine, elle peut penser que travailler, c'est agir avec liberté. On est libre de faire ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de travailler. Non. Pour lui, pour sa théorie, encadrement rigoureux de la main-d'œuvre pour rationaliser son comportement. Comportement étudié, comportement standardisé, et que l'ouvrier doit respecter un certain nombre de règles dans le fonctionnement de l'entreprise, dans sa façon d'agir, dans sa façon de travailler, etc. Son comportement au travail est d'augmenter ainsi la productivité. Pour Tyler, la productivité ne peut être réalisée sans encadrement rigoureux de la main-d'œuvre et sans rationalisation de comportement de l'ouvrier. Tout part de l'ouvrier, d'après, bien sûr, Tyler. Voilà donc ce premier principe. Il y a ensuite le principe hiérarchique, c'est que les supérieurs pensent le travail et commandent, alors que les salariés ou les subalternes exécutent et obéissent. Maintenant,
On va laisser le traitement, l'analyse de la méthode de Taylor. On a traité les principes. Durant la séance prochaine, on va parler de la méthode taylorienne. Merci pour votre attention.